La Fédération écuménique des églises chrétiennes a publié ses résolutions au terme de 3 jours de concertation au centre de conférence internationale d'Ivat. Parmi les 12 points, soulignant les propositions de sortie de crise, mettre fin à la transition et mise en place d'une nouvelle transition, dissolution du gouvernement et mise en place d'un nouveau gouvernement, report de la date des élections, mise en place de l'Assemblée constituante et l'amnistie des politiciens. Joachim Chissano, émissaire de la SADC, a aussi mis son point de vue sur la situation politique à Madagascar. Nous l'écoutons. Ce que les Malgaches sont en train de faire est la bonne chose, de discuter et de présenter leurs soucis et trouver la manière de comment améliorer la situation pour qu'on crée de confiance. C'est pourquoi j'ai fait cet appel, parce que c'est en discutant qu'on trouve les solutions pour refaire la confiance. Quelle est la solution? Je ne peux pas le dire maintenant, et je crois que même ceux qui disent une chose ou l'autre pourront ou changer d'attitude ou améliorer leurs attitudes pour qu'on vienne avec un consensus plus pratique. Et puis la mouvance Ravalmanana a fait plusieurs mises au point quant à l'utilisation du nom du parti Team. Voyons les détails. La mouvance Ravalmanana précise que l'ancien président Marc Ravalmanana est le seul et unique président fondateur du parti Team. Il désapprouve ainsi l'existence d'autres entités qui portent le nom de ce parti ailleurs. Face à de telles situations, le parti portera plainte contre ceux qui utilisent le nom du parti, outre le bureau national. À part cela, le parti Team participera aux différentes sortes d'élections qui auront lieu à Madagascar cette année 2013. L'objectif pour eux, c'est de réaliser des élections de façon démocratique afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Durant cette visite à Tuamas, une grande marche de solidarité a eu lieu avant la cérémonie officielle. Après cela, les membres du bureau central se sont entretenus avec les branches au niveau des régions. Cap dans la région Itas à présent, dans la commune rurale d'Amboine, dans le district d'Arivumam, le centre de santé de base 2 vient d'être équipé et rénové. C'est un reportage d'Alfred Rangenaz, notre correspondant de l'Itas. Une bonne nouvelle pour la population de la commune rurale d'Amboine, dans le district d'Arivumam. La salle de surveillance et les 2 salles des accouchés du centre santé de base niveau 2 de la commune en question viennent d'être équipés du nouveau matelas le samedi 4 mai dernier. Nous avons déjà travaillé ici l'année dernière en Amboine. Et nous avons été approchés par le médecin-chef qui nous a demandé de l'aide pour rénover son hôpital. Donc on a visité l'hôpital, effectivement, les matelas étaient dans un état... Déjà, naturellement, on n'a pas envie d'être malade, mais là, ce n'était vraiment pas la peine. On a regardé et on a accepté de financer le remplacement des matelas. Et on a refait également la peinture parce qu'avoir des lits neufs dans un endroit qui n'est plus présentable, ça a été l'occasion pour tout refaire. Voilà. Et ce qu'on a souhaité aux habitants d'Amboine, c'est de ne pas tomber malade. Les buts atteints par l'association Voulafem en tant que natif d'Amboine n'est que rénovation du CSB2 au profit des patients. Et puis dans la région Bungoulave, 14 journalistes de 4 stations ont participé à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était le 3 mai. L'objectif était l'information pour tous. Alfred Randenaz, toujours notre correspondant de l'ITAS. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. 50 minutes d'animation d'antenne à la matière sur la radio Bungoulave, l'une des stations radio privées installées à Tchouroumandid, a marqué la Journée mondiale de la liberté de la presse le vendredi 3 mai dernier pour la région Bungoulave. 14 journalistes de 4 stations, à savoir Radio Bungoulave, Ma Radio, Radio Fafi, ainsi que les chaînes nationales RNM et TVM, ont fait partager ensemble les expériences des journalistes
à l'information et à l'éducation des citoyens. Le but entendre de la célébration de la date du 3 mai n'est que information pour tous, afin que chacun arrive à comprendre la réalité. La Jeune Chambre internationale collabore avec l'école primaire publique d'Ilaf pour améliorer l'enseignement dans le cadre du projet Zaza Sufnart. Elle a offert des sommes utilisées entre autres dans la réintégration de l'école des enfants démunis. Nalsour, Ndiamasnour et Andra Rabesota nous en disent plus. À l'amélioration de l'enseignement à Madagascar, la JCI Antananarivo a monté le projet Zaza Sufnart. Le PP Andavia Varaj 6 à Ilaf bénéficie de ce projet. Le premier responsable de la JCI Antananarivo, Rakutson Fanou, a martelé que le bailleur de fonds a le droit de faire cesser les travaux si ceux-ci ne se déroulent pas comme prévu. La somme du budget de rénovation octroyé par Orange Solidarité Madagascar est de 15 750 €. Une convention a été également signée entre le PP Andavia Varaj Ilaf et la JCI Antananarivo. 700 000 ariages pour aider les élèves qui n'ont pas les moyens à réintégrer l'école. La vice-présidente mondiale de la JCI, Asma Ben Sliman, était présente à cette cérémonie. Après la région Diana, les habitants de la région Haute-Matiat ont bénéficié du guichet forain de la CNAPS. Deux équipes de cette entité sont venues à Ikalamavoun et à Mbalavo. Fiandenarson. La route reliant Fianarantsoui et Ikalamavoun est en mauvais état. Seuls les camions peuvent transporter les marchandises. Pour ce qui est du transport commun, seuls les véhicules 4x4 et les Land Rover peuvent marcher sur ces grosses pierres et ces trous épouvantables. Le trajet entre Fianarantsoui et Ikalamavoun dure 5 heures avec des voitures 4x4. Malgré la mauvaise état des routes et l'enclavement de Ikalamavoun, les équipes de la CNAP sont descendues sur place. L'objectif est de traiter les dossiers des travailleurs et des maîtres frams pour qu'ils bénéficient de leurs droits et afin que les employeurs versent les cotisations. Une grande foule sont venus à l'hôtel de ville à Ikalamavoun. Bon nombre d'entre eux sont des maîtres frams subventionnés par l'État. Ils sont convaincus que la sécurité sociale est une nécessité vitale, non seulement pour la famille, mais aussi pour l'avenir. À part les équipes de la CNAPS à Ikalamavoun, une deuxième équipe assure le guichet forain sur l'axe d'Ambalavao. Le 3 et 4 mai dernier, plus de 500 dossiers ont été traités à Mbalavo. Sachez que le guichet forain sur la prévoyance sociale dans la région Haute-Matiat ne prendra fin que le 16 mai prochain. À l'étranger, en Malaisie, 13 millions de personnes étaient appelées aux urnes aujourd'hui pour les législatives. Beaucoup ont envie de changement. L'opposition est très optimiste. Les résultats s'annoncent pourtant serrés entre le parti du Premier ministre sortant et celui de son rival. La situation sur place. Très tôt dimanche, les électeurs se pressent dans les bureaux de vote. L'enjeu est de taille. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Malaisie, le pouvoir peut changer de camp. Le parti qui gouverne depuis 1957 pourrait perdre les législatives. 13 millions de personnes sont appelées aux urnes. Beaucoup ont envie de changement. Au niveau fédéral, oui, nous devons changer. Car si vous regardez le programme de l'opposition, leurs propositions sont bénéfiques pour le peuple. Leur espoir de changement, c'est Anwar Ibrahim qui l'incarne, le chef du parti Pakatan Rakyat. Accusé de corruption, condamné pour homosexualité en 1998, puis blanchi en 2012, celui qui fut vice-premier ministre a repris le flambeau de l'opposition. Principaux thèmes de campagne, la lutte contre l'autoritarisme, contre les discriminations et surtout contre la corruption. En 2008, son parti a remporté un tiers des sièges au Parlement. Cette fois, Anwar Ibrahim estime que seules les fraudes pourraient le priver d'une victoire. Nous voyons, Dieu soit loué, tous les signes d'un raz-de-marée. Nous sommes très optimistes. Face à lui, le Premier ministre sortant, Najib Razak. Fils d'un héros de l'indépendance, il est en poste depuis 2009. Malgré des scandales de corruption, sa popularité reste élevée. Après avoir voté, il affirme que tout est fait pour limiter les fraudes. Après de nombreuses discussions, nous avons accepté des demandes de l'opposition, notamment l'utilisation d'encre indélébile. Nous essayons de mener à bien le processus électoral pour avoir des résultats crédibles.
Les résultats s'annoncent très serrés entre le parti du Premier ministre et celui de son rival. En cas de défaite, l'opposant Anwar Ibrahim a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le devant de la scène politique. 7000 Centrafricains, la plupart de la communauté musulmane du Nord, sont réfugiés depuis 10 ans au sud du Tchad, dans un camp de réfugiés. Les femmes y vivent de commerce et d'agriculture. Le Haut Commissariat aux réfugiés déconseille la population de rentrer chez eux. Reportage. Situé au sud du Tchad, le camp d'Amboko a été mis en place il y a 10 ans sous la supervision du Haut Commissariat aux réfugiés. Kaltouma Doudou, quelques 7000 Centrafricains vivent réfugiés ici, en majorité issus de la communauté musulmane du Nord. Certains ont tout perdu lorsque leur village a été attaqué par des hommes armés. Ils nous ont tiré dessus. Nous avions très peur et on a décidé qu'on ne pourrait pas rester ici. Sinon, ils nous tueraient aussi. Les populations du nord de la République centrafricaine sont en proie aux violences depuis des décennies. Le conflit a provoqué la fuite de milliers de personnes. Grâce à l'aide des autorités tchadiennes et de l'Union européenne, ils espèrent recommencer leur vie ici, de l'autre côté de la frontière. Travailler la terre, c'est très dur, mais ça m'aide beaucoup, parce que je peux vendre mes salades au marché pour avoir plus de nourriture. Pour leur permettre de redémarrer, les réfugiés ont reçu une centaine d'euros, 65 000 francs CFA, pour mettre en place un petit commerce. Combien de temps vont-ils rester ici? Personne ne le sait vraiment. À cet argent, j'ai acheté des cacahuètes, du riz, du sucre et des ustensiles pour faire de la soupe que je vends. 150 000 Centrafricains seraient actuellement réfugiés dans des pays voisins. Le HCR constate de nombreuses violations des droits de l'homme et une situation humanitaire qui se dégrade rapidement. Il déconseille formellement aux populations de rentrer pour le moment. Israël a mené 2 raids en 3 jours contre des objectifs militaires en Syrie. La première cible était un dépôt d'armes et de munitions et la deuxième un centre de recherche scientifique et des missiles iraniens. Voici le résumé en images. Israël a confirmé dimanche matin que son aviation avait bien mené 2 raids en 3 jours contre des objectifs militaires en Syrie, sans qu'aucune riposte n'ait été signalée de la part des forces du régime. La première attaque avait visé dans la nuit de jeudi à vendredi, près de l'aéroport de Damas, un dépôt d'armes et de munitions destiné au Hezbollah. Ce dernier a même diffusé sur sa chaîne les images des dégâts. Quant à la deuxième, qui a fait trembler le sol de la capitale durant 4 heures la nuit dernière, elle a frappé de plein fouet un centre de recherche scientifique à Jamaria, sur les hauteurs nord de la ville, ainsi que des missiles iraniens à destination du mouvement chiite libanais. Pour la télévision officielle syrienne qui n'a fait état que du deuxième raid, il s'agit d'une agression destinée à alléger la pression militaire sur les terroristes. De son côté, le cabinet israélien n'est pas entré dans les détails de l'opération. Il s'est contenté de rappeler son objectif. La politique de l'État d'Israël, consistant à empêcher que certaines armes ne tombent entre les mains de terroristes, est une politique essentielle et doit être poursuivie, comme l'a dit le Premier ministre. Si le président américain a estimé qu'Israël avait le droit de se protéger contre le transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah, l'Iran a rappelé, lui, qu'il se tenait aux côtés de la Syrie, prêt à entraîner son armée si besoin. Les échos faits autour des frappes israéliennes contre la Syrie confirment la théorie de la République islamique concernant la crise en cours. Le principal objectif de cette crise est d'affaiblir la résistance contre Israël dans la région. L'Iran a précisé qu'il ne participerait pas directement aux opérations, contrairement aux affirmations récentes du chef du Hezbollah. Point final à ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne fin de soirée à tous sur la TVM. Au revoir.